Au départ, l'intérêt de savoir ce qu'il y avait dans les assiettes de nos enfants à la cantine venait surtout de mon amoureux. Nous sommes très impliqués comme consommateurs depuis plusieurs années à la courgette solidaire, une AMAP des Lilas. C'est notre façon de résister à la grande distribution, à l'industrie agroalimentaire, à l'agriculture intensive. Nous nous sommes aussi intéressés à l'assiette de nos enfants à la cantine. Et alors, on s'est dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Il a fallu alors dégager du temps pour nous engager et agir. D'abord se poser des questions comme: que mangent nos enfants à la cantine? D'où viennent les aliments? Y a-t-il des pesticides, des colorants, des édulcorants? Est-ce bio ou pas? Comment c'est cuisiné? Le prestataire respecte-t-il l'environnement? Et de question en question, on a trouvé beaucoup de parents pour se joindre à nous, qui voulaient eux aussi des réponses et faire quelque chose. Maintenant, Pas d'usine, on cuisine est un collectif soudé, actif, solide, où chacun prend sa part, s'organise un temps disponible au service de l'action. Et comment une éducation comme ça? Et puis ça peut insuffler des vocations en plus, tu vois, de gamins qui ont envie de cuisiner. Ça nous semble important pour le futur de tous et surtout de nos enfants. J'aimerais bien qu'à la cantine, mon enfant mange des produits sains. Le gaspillage alimentaire, ça me révolte. À la cantine, mon enfant mange un repas conçu dans une cuisine industrielle. J'agis pour la transition énergétique grâce à mon alimentation. Avec un retour à la cuisine traditionnelle, on revaloriserait le métier de cuisinier. Je pense qu'il faut plus de bio local à la cantine pour la santé et pour aider au développement de l'agriculture biologique. Une cuisine locale, ça créerait des emplois. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Ravie de te connaître. Et d'abord, est-ce que tu peux me dire comment tu as connu Pas d'usine en cuisine? J'ai connu votre collectif sur Internet, les réseaux sociaux et Facebook, sur lequel j'ai trouvé le titre de votre collectif, donc Pas d'usine en cuisine. Et ça m'a de suite interpellé. Je me suis dit, ça doit être des gens qui ont la même démarche que moi, donc il faut que j'aille voir de suite. Et effectivement, je ne m'étais pas trompé. L'évolution du métier de cuisinier en restauration collective, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors moi, je suis cuisinier effectivement dans une toute petite cuisine centrale pour 2 établissements, avec une petite équipe. Et en rentrant en collectivité, je me suis posé la question effectivement sur les produits qu'on servait et ce qu'on nous demandait de faire au travail. Donc je me suis aperçu qu'on nous mettait des normes, des règles et qu'on essayait un peu de nous faire rentrer dans une norme un peu spécifique de cette collectivité. Donc voilà, c'est une démarche après qui s'est faite au fur et à mesure, donc de savoir pourquoi est-ce que c'était ces produits-là et pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas servir comme à la maison. D'accord, donc faire comme à la maison. Et quels sont ces produits que tu pointes du doigt? Les premiers produits qui m'ont choqué, c'était la viande surgelée en cubes, avec des odeurs très spéciales qu'on ne reconnaît pas, le sauté de bœuf, parce qu'on se demande d'où la viande vient et quelle odeur elle a. Des produits en boîte, des taboulés préparés en usine, déjà tout fait, plus qu'à ouvrir. Tous ces produits-là sur lesquels on s'est posé des questions, en regardant un peu les étiquetages, les provenances, l'emballage, et en se demandant pourquoi est-ce que nous, en cuisine, on ne pouvait pas réaliser ce taboulé ou ce sauté de bœuf avec une viande fraîche comme tout le monde le fait. Peux-tu nous dire quelles sont les difficultés que tu rencontres? On rencontre beaucoup de difficultés par rapport à l'approvisionnement, le coût matière et les fausses idées qui sont diffusées en cuisine de collectivité. On m'a toujours dit les œufs coquilles en collectivité sont interdits. Il y a des risques, on ne peut pas les utiliser. Et bien en fait, je me suis aperçu, c'est qu'on m'avait donné des fausses informations et qu'on nous pousse à utiliser ces produits-là. Donc en appelant les services vétérinaires, en me renseignant un petit peu sur Internet, sur les réseaux sociaux, j'ai vu que d'autres personnes utilisaient les œufs. Donc ça m'a donné des éléments pour dire à mon gestionnaire et à mon directeur que ces idées étaient fausses, que c'était pas la réglementation, et qu'en appelant les services vétérinaires, on m'avait demandé juste de maîtriser les risques et que les œufs coquilles, je pouvais tout à fait les utiliser. Donc c'est ce que j'ai fait rentrer les œufs coquilles dans ma cuisine sans aucun souci. Voilà.
Et alors nous, on s'est rapproché d'Un Plus Bio qui font des fiches techniques qui sont super utiles parce qu'ils font le point sur ce qui est possible ou pas avec la réglementation et ils mettent en relief justement des endroits comme toi où les chefs utilisent des œufs coquilles. Tu peux nous dire aussi le lien que tu as tissé avec la population que tu sers, les convives, les personnes âgées? Effectivement, on a, au fur et à mesure du temps et de l'amélioration du repas, on a créé des liens entre le jardin, le compostage, toutes les animations qui peuvent avoir lieu autour de l'alimentation et de ces repas. Remettre un petit peu les saisonnalités, nos produits en tout cas, et rééduquer au goût. Donc c'est un petit peu la démarche qu'il a fallu faire et sur laquelle on s'est confronté avec notre directeur, avec la diététicienne, avec le gestionnaire. Et de chaque fois expliquer que si on voulait référencer notre boucher, c'est parce qu'on allait commander moins et que même si c'était plus cher, on allait commander moins et on allait rester dans nos prix. Merci. Maintenant, tu sais qu'ils font des réunions où ils mettent l'ordre du jour. Ça marche. Il n'est pas parti trop loin. Donc là, du coup... Ce collectif est né courant 2012 et il est né de la rencontre de parents d'élèves de différentes écoles. C'est comme ça qu'on a eu la certitude qu'il fallait qu'on fédère nos énergies et très vite qu'on crée un petit peu un manifeste. Une sensibilisation auprès des parents sur le pourquoi d'agir sur l'alimentation au niveau des écoles. Voilà. Et puis le deuxième point, travailler auprès des élus, auprès des partenaires, auprès de la société qui avait le contrat à l'époque, pour se projeter sur la création d'une cuisine publique, puisque notre idée c'était, en ayant une cuisine publique, on pouvait quand même plus contrôler ce qui était fait et ce qui était donné à manger aux enfants. On s'apercevait aussi qu'un prestataire privé, c'est notamment quand même des coûts qui partent dans les poches des actionnaires plutôt que d'aller à l'investissement pour améliorer la qualité. Ça, moi, c'est difficilement acceptable à partir du moment où on sait qu'en gestion publique, il est tout à fait possible de produire à des coûts à peu près similaires, mais bien sûr pour une qualité autre, gustative, mais aussi une qualité environnementale qui est tout à fait différente. Oui, alors dans les actions, il y a l'écriture des tracts pour rendre publiques les avancées, notamment dans l'art du cahier des charges et autres, et aussi des interpellations un petit peu vers les parents pour une nouvelle réunion du collectif Pas d'usine en cuisine. Et petit à petit, des sorties, notamment dans des brocantes, pour faire connaître. Ensuite, c'est des petites actions comme ça, de part et d'autre, qui nous ont amené à un moment à l'orée de la COP21 qui approchait, à une journée de la transition, qui était un petit panorama de ce qui était possible, comme un village alternatif. Je ne sais pas si vous connaissez Alternativa, qui avait déjà fait des villages, des alternatives, à la fois des énergies, de l'habitat, de la question de la restauration évidemment, et plein d'autres choses, le recyclage, les eaux, etc. Et donc sur ce modèle-là, on s'est dit on ferait bien, c'est l'occasion, il y a une convergence des alternatives au lilas, les potagers, les AMAP veulent faire quelque chose en commun, allons-y, on était moteur et on va proposer un débat politique. Et nous on se place à l'intérieur de tout ça en mettant l'intérêt général évidemment au cœur, mais quel que soit l'angle de vue, soit vraiment, voilà, comme je disais, la santé, l'intérêt de l'enfant, le même désir de manger sain, de vivre sain, de consommer sain, pour démontrer finalement qu'il y a des efforts à faire sur le terrain. Et nous, on était là avec l'idée que les élus entendent ça. Et ils ont petit à petit
engagé, notamment en signant le pacte de la transition énergétique récemment, engagé des démarches. Donc on va vers le bon sens en signant l'éco-cert aussi pour la cantine scolaire et voilà, on espère d'autres avancées comme ça. Très vite, on a fait des réunions et on s'est réparti les tâches pour des actions à mener. Donc c'est en ça qu'on dit notre expertise, parce que certains sont allés visiter des régies, des cuisines, sont rentrés en contact avec de vrais experts, des chargés de mission à la FNAB, la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Quand on vous parle de liaison chaude, liaison froide, on ne sait pas ce que c'est au départ. Les restaurants satellites, combien de repas. Je pense que pas d'usine en cuisine, la dénomination elle est vite arrivée, parce que quand on apprend qu'une cuisine fabrique des fois jusqu'à 30 000 repas par jour, c'est une usine. Donc ça on ne le sait pas, personne ne le sait. Alors par exemple, on s'est aperçu que dans une grosse cuisine centrale, ils sont obligés pour des raisons logistiques d'organisation, d'avoir des légumes qui arrivent déjà tout prêts, tout épluchés, lavés. Des carottes par exemple, elles vont être râpées 3 jours avant le jour de la consommation, donc vous pouvez imaginer de façon organoleptique le goût de la carotte. Elle est sèche, elle a perdu de sa valeur nutritionnelle, les vitamines. Si on avait une cuisine locale avec par exemple une légumerie, la cuisine pourrait travailler avec des produits terreux. La réglementation l'autoriserait à éplucher ses légumes. Et alors on va encore plus loin, puisque s'il y a épluchure, après il y a compost et toute une démarche mise en place de développement durable et écologique. Et ce travail d'expertise était aussi pour démontrer que c'était possible de manger mieux, sans pesticides, et qu'il y a vraiment des régies qui ont réussi à le faire sans augmenter d'un centime pour les convives. On a essayé d'être le plus large possible au niveau de la façon dont on a essayé de communiquer, non seulement au niveau des parents, mais plus globalement au niveau de la population, tout d'abord au niveau des Lilas. On a distribué notre manifeste à l'entrée des écoles, à la sortie des écoles, dans toutes les élémentaires et les maternelles des Lilas. On a essayé d'avoir une visibilité un petit peu plus grande au niveau de la population lilasienne. On a l'entracté au niveau des marchés aussi. Pareil, on s'est inscrit avec un stand, on a fait des affiches, des tracts. On a aussi créé des jeux pour essayer de faire intervenir les enfants pour qu'ils puissent jouer avec nous avec des petites questions-réponses sur le bien manger. Ce que je trouve justement, ce que j'espère en tout cas pour l'avenir de Pas d'usine en cuisine, c'est qu'on puisse étendre en effet cette réflexion, cet engagement, parce que ce soit dans le privé comme dans le public, comme au collège, les gens sont concernés, peu importe où ça se passe. Il faut en tout cas que le réseau s'étende et que le collectif prenne de l'ampleur. Du coup, je crois que le collectif, notre action et l'impact qu'on a eu sur les autres parents d'élèves ont montré qu'il y avait une dynamique de groupe, qu'il y avait un sujet potentiellement qui était pertinent. Et du coup, petit à petit, se sont intéressés au sujet et effectivement nous ont, faut le dire, aujourd'hui nous ont accompagnés, nous ont aidés aussi sur un certain nombre de points pour améliorer les choses. Sans révolutionner effectivement tout le système tel qu'il est aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience des politiques et que là-dessus on y a effectivement beaucoup participé. C'est également que donc ce soit une cuisine de proximité, c'est avoir une cuisine de qualité. Pour que ce soit une cuisine de qualité, il faut éviter que des sociétés privées se fassent des marges dessus, parce que du coup, donc c'est pour nous une cuisine centrale, une cuisine qui soit publique, sur laquelle on ait la maîtrise de bout en bout, avec bien évidemment du bio pour la qualité des produits, qui soient pas contaminés, et qui ait une partie également d'implication des enfants dans cette cuisine, pour effectivement qu'il y ait une partie d'éducation.
éducation par le goût, mais éducation aussi des produits, de la manière dont c'est cuisiné, de toute la chaîne de bout en bout. C'est l'implication des cuisiniers dans ce qu'ils font, une valorisation de leur métier. C'est vraiment, je crois que c'est un système, c'est un tout qu'on cherche à construire, et c'est un projet de vie, enfin c'est un projet, c'est une ambition, c'est une vision de la société et de la cantine pour la restauration de nos enfants.